Bonjour tout le monde. Je vais me présenter d'abord et laisser après les collègues se présenter. Donc, je suis Adalouz Douquet. Donc, je travaille ici à l'Orsper Samdara comme chargée de mission. Je suis responsable du diplôme universitaire dialogue, médiation, interprétariat et migration. Je travaille beaucoup sur les outils autour de questions de l'interprétariat et je suis également interprète moi-même. Et j'ai la chance d'avoir avec moi sur cette table ronde donc Marie-Caroline Saglio et Anne Délysée que je vais laisser se présenter. Merci d'abord de votre invitation. Je trouve ça magnifique, extraordinaire, des invitations comme celle-ci. On peut enfin se rencontrer. Je dis enfin parce que ça fait quand même des années qu'on travaille ensemble, de loin, sans jamais se rencontrer réellement en présence, mais on réfléchit ensemble. Lorsque vous étiez dans ce programme ANR, Rémilas, nous étions sur le programme Liminal, et puis voilà, vous êtes sur un DU, nous sommes aussi, je suis aussi donc responsable, coordinatrice d'un diplôme universitaire qui s'appelle Hospitalité, Médiation, Migration, qui entame sa 5e année, qui est à Paris, à l'INALCO, à Paris, et qui forme une trentaine de médiateurs, interprètes, pairs par an, et dont je vous parlerai. Par ailleurs, je suis anthropologue, c'est professeur à l'université, et je suis psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne, dans un service de psychotraumatisme. Bonjour, je remercie également toute l'équipe de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous de l'interprétation avec des interprètes et sans tabou. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 casquettes. Je suis à la fois interprète en russe-français et je suis enseignante et chercheuse à l'université de Mons, Belgique, où on a aussi une formation pour les interprètes et les médiateurs, et on les met ensemble pour faire interprète-médiateur, voilà, dans le cadre de la formation. Et c'est une formation en 4 étapes qui inclut notamment ce que nous on appelle un certificat d'université, mais donc c'est l'équivalent d'un diplôme universitaire. Mon choix, parmi les plusieurs casquettes que nous avons en fait, du coup, ici présentes, mais mon choix va être celui de parler depuis la perspective de l'interprète que je suis. Et puis ce choix-là vient surtout en fait parce que j'ai remarqué en fait tout au long de mon parcours professionnel qu'il y a effectivement une absence de représentativité et visibilité des propres interprètes, et ça de manière plutôt générale, dans tous les questionnements autour de l'accompagnement du public migrant. C'est en tout cas ce que je constate. Et ça même lorsqu'il s'agit de parler en fait de l'interprétariat en milieu social et médical, qui est pourtant en fait, on va dire, le domaine dans lequel les interprètes travaillent spécifiquement avec ce public-là. Je constate en fait du coup dans ma trajectoire professionnelle qu'on est très souvent sollicité comme témoin de notre pratique, et on l'est plus rarement lorsqu'il s'agit de notre expertise, notre capacité d'analyser, de penser et d'élaborer une réflexion autour des enjeux de cette même pratique qui est l'interprétariat. Et pourtant, nous sommes au centre des réflexions et problématiques actuelles, mais cela a une place vraiment toute particulière. Nous sommes très souvent l'objet de la pensée, mais nous ne sommes pas le sujet qui pense autour de sa pratique. On nous indique très souvent comment nous devons, ce que nous devons faire, comment nous devons traduire, nous situer, nous comporter. Je suis trop près. Là, vous m'entendez? Oui. Ah, ok, pardon. Donc, comment on doit traduire, comment on doit nous situer, comment nous devons nous comporter, ce qu'on doit faire ou ne pas faire, et ce qui est signe de qualité dans nos manières d'appréhender la langue, le langage et les émotions. Nous sommes très souvent l'objet d'injonctions sur ce que définit notre pratique, ce qui fait de nous un bon interprète, et où sont nos limites, et avant tout ce qui nous caractérise. En vous parlant de ça, en fait, je ne remets pas en doute la volonté de soutenir notre pratique, mais on parle très souvent de nous sans comprendre ce qui est réellement pour nous en jeu dans notre profession.
Et ça, j'ai un exemple précis. Je suis très souvent témoin parce que j'essaye d'accompagner, comme nous tous ici, en fait, les différentes organisation de journées d'études, de colloques, etc. autour de la question de l'interprétariat. Et je suis très souvent témoin en fait, des réactions des interprètes. Ça m'intéresse et ça m'interpelle beaucoup en fait, dans le public, qui très souvent lèvent la main, prennent la parole, ils disent « oui, mais en fait, on ne nous a pas demandé ». D'ailleurs, on ne nous a pas posé la question, on ne nous a pas dit en fait pourquoi vous observez notre pratique de cette façon-là, pourquoi vous nous dites qu'il faut qu'on se tienne comme ci, qu'on parle comme ça, qu'on traduise comme ci ou comme ça en fait. Cette réflexion autour de cette difficulté à être considéré en tant que professionnel à part entière, en fait, je le constate vraiment depuis très longtemps et on peut le voir aussi dans tous les articles, colloques, journées d'études, formations, qui abordent les difficultés et l'impact rencontrés par les professionnels et qui d'ailleurs sont très nombreux et nombreuses. Et très souvent, les interprètes, ils ne sont pas intégrés aux réflexions en tant que professionnels à part entière. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup actuellement. Ce n'est pas que les interprètes ne sont pas cités, ni qu'ils ne font pas partie des réflexions en cours, mais ils sont toujours à une autre place. Et je vais justement prendre l'exemple j'ai participé à un colloque, là dernièrement, et lors de ce colloque, il parlait de la question de l'impact, en fait, du coup, des personnes qui accompagnent le public migrant. Et ça m'a beaucoup surpris parce que dans ce colloque-là, en fait, il n'y avait aucun interprète qui était ni présent. Il n'y avait pas d'interprètes qui avaient été conviés à parler de leur impact. Et parmi tous les chiffres qui sont apparus et tout ce qui a été dit et analysé, à aucun moment, en fait, du coup, on a considéré que les interprètes faisaient partie de la catégorie socio-professionnelle qui pouvait être également tout autant impactée dans cette pratique. Et ça m'a surpris. Et ça m'a tout autant surpris que j'avais un badge lors de ce colloque. Et donc, il y avait mon nom. Et ma catégorie socio-professionnelle était indiquée en tant qu'autre. Et ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a amené justement à la réflexion d'aujourd'hui parce que je trouvais que quelque part, il y avait aussi un peu un reflet de comment la société actuellement se positionne vis-à-vis de cet accueil de public migrant. C'est autre. Et j'étais surprise moi-même de se dire, non, les interprètes, apparemment, questionnons tout autant, en fait, du coup, actuellement, cet accompagnement, vu que nous pouvons être aussi catégorisés d'autres. Je me suis également, en fait, beaucoup questionnée sur ça, parce qu'en fait, on nous considère en tant que public à risque dans notre pratique, mais pas en tant que professionnel à risque. Vous voyez la nuance, en fait, la différence. C'est ça qui m'interrogeait justement notamment lors de ces colloques où je me disais, mais où sommes-nous là-dedans, en fait? Parce que on listait toutes les différentes possibilités d'impact en traumatisme vicariant, usure de compassion, burn-out, et nous n'étions pas dedans. C'est pour ça que du coup, j'avais envie de me questionner sur cette idée de qu'est-ce que c'est être un autre parmi les autres. Et une des difficultés les plus importantes, en fait, du coup, si je veux parler plus du cœur de notre profession, et cette idée d'adaptation constante, en fait, aux diverses demandes et attentes, autant du côté des professionnels que des usagers. Et il est assez difficile d'envisager à quel point la complexité dans la traduction n'est pas au niveau de la langue, comme on le suppose, mais dans le passage d'une forme de pensée à une autre, de comprendre la diversité des représentations et comment elles s'expriment à travers le langage. Derrière cette phrase que nous entendons très souvent, nous les interprètes, traduisez exactement ce que je dis, nous nous retrouvons démunis, sans espace d'échange avec les professionnels, pour pouvoir vous expliquer que cela est impossible. Surtout parce que ce qui est remis en question est avant tout notre professionnalisme et nos compétences lorsqu'on nous dit traduisez exactement ce que je dis et que nous n'avons pas l'espace de dire attendez, mais c'est pas si simple que ça, c'est pas comme ça que je travaille en tant qu'interprète. En plus, cette réalité-là de la traduction littérale, elle est propre aux langues, en fait. Et ça n'existe pas, c'est une interprétation du sens qu'on fait, en fait. Et c'est justement là qui se trouve notre richesse. Et c'est exactement sur ce point que notre expertise fait de nous des professionnels à part entière.
Des professionnels qui ont parfois recours aux mêmes outils interprétatifs que d'autres professionnels, notamment en santé mentale. Bien sûr, dans l'objectif de transmettre par la langue non seulement des mots, mais une façon unique, intime et très individuelle de percevoir le monde. Donc nous avons beaucoup plus de points en commun avec d'autres professionnels avec qui nous travaillons, qu'il y ait d'écart. Ce qui nous permet de traduire est avant tout la métacommunication et le langage infraverbal et non les mots. Et ce qui fait de nous de bons interprètes est avant tout notre capacité à utiliser, par exemple l'empathie, comme un moyen de comprendre ce qui habille les mots de l'empreinte de celui qui les énonce. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'aborder des souffrances ou des récits de vie particulièrement difficiles. Et non, je vous dis, ce n'est pas la neutralité ni l'effacement qui sont ce qui pourrait, les éléments qui devraient en fait du coup décrire notre posture professionnelle. Et ce n'est pas également non plus une action mécanique et détachée de passer d'une langue à l'autre. Une autre fonction. De manière générale, et je sais que ça c'est en pleine évolution, mais il reste quand même assez difficile pour nous les interprètes de construire des espaces de dialogue pour pouvoir d'une part occuper notre propre espace de travail en tant que professionnels porteurs d'expertise et de compétences, et d'autre part proposer des modalités de travail avec les professionnels dont l'accompagnement et le soin construites à partir d'un partage de connaissances dans nos domaines respectifs et sur un pied d'égalité. Par exemple, je prends un exemple très concret, je le constate lorsque je travaille par téléphone. Très souvent, en fait, je commence à intervenir et on ne me salue pas. On ne m'explique pas qui est à l'autre bout du fil. Je ne sais pas quel est le contexte d'intervention. Je ne sais pas combien de personnes sont dans la salle. Et on me demande de commencer à traduire comme ça de but en comble. Ou pareil, ce qui est généralement, j'en remarque beaucoup parce que après le Covid, il y a un basculement assez fort en fait, du coup, du travail vers le téléphone. Et je me rends compte que par téléphone, en fait, du coup, je fais des suivis en santé mentale avec des personnes qui parlent d'épisodes de leur vie très traumatiques et auxquels je suis obligée de demander de répéter 10 fois pour être sûre que j'ai bien compris et entendu ce qui est dit avec toute la violence que cela comporte, en fait, du coup. Et également tous les échanges avec les professionnels qui n'ont pas lieu sur simplement des questions de langue aussi. Notamment, je pense aussi à lorsqu'on essaye de pouvoir partager sur les difficultés en fait, du coup, de langage de la personne, peut-être par leur catégorie sociale et pour lesquelles en fait nous n'avons pas ce temps d'échanger avec les professionnels. Nous sommes obligés finalement en fait du coup soit de le dire devant la personne, ce qui est très maltraitant et humiliant, ou alors le recours que nous avons en tant qu'interprète, c'est d'essayer de coller exactement à comment la personne s'exprime, ce qui viendrait un peu à limiter. Et ça aussi peut être en fait du coup très violent pour la personne qu'on imite en fait aussi tous les mimismes et défauts de langage en fait. Pour terminer, fin du temps, sur l'impact de notre pratique, parce que je reviens à cette autre qui était signalée sur mon badge dans ce colloque autour de l'impact. Travailler auprès d'un public traversé par des histoires parfois très traumatiques, et c'est certes l'un des éléments les plus difficiles dans notre profession, mais ce n'est pas le seul élément qui impacte notre pratique. À la non-reconnaissance de notre professionnalisme s'ajoute une pratique au quotidien très isolée et parfois très précaire, un certain contrôle très infantilisant sur notre posture, nos réactions et sur la qualité de la traduction, puis des compétences mal reconnues qui viennent fragiliser la confiance que nous pouvons avoir en notre pratique et en notre identité d'interprète. Et sans aucun doute, le manque de formation et d'outils qui peuvent nous permettre, au même titre que d'autres professionnels, de comprendre nos ressentis, les élaborer, se distancier, les accueillir à leur juste mesure pour pouvoir en être moins impactés. Nous, les interprètes, nous travaillons avec et autour des émotions et des ressentis, et nous devons les comprendre et nous les représenter au plus près du vécu et de son énonciation. La fidélité, parce qu'on entend très souvent ça dans les catégories de ce qu'on doit respecter, la fidélité des propos. Mais moi, je trouve que la fidélité des propos, elle ne se situe pas justement au niveau des propos ou de la traduction. Ça révèle des compétences techniques en fait, de l'interprète.
Mais la fidélité, elle est auprès des individus, au même titre, je prends l'exemple de la santé mentale, que l'alliance thérapeutique l'est pour les soignants. Notre profession est avant tout une pratique du lien et de la compréhension de celui-ci. L'impact est d'autant plus fort pour nous lorsque notre propre ressenti est mal perçu ou considéré, ou considéré comme un signe d'un manque de professionnalisme, parce qu'il conditionne et met à mal notre propre conception de notre pratique. Et c'est cela qui génère de la souffrance, là où il y a déjà de la difficulté d'être simplement celui ou la première personne qui accueille cette souffrance des personnes concernées par des parcours traumatiques, d'être celui qui accueille la détresse des professionnels qui les accompagnent. Et même si notre pratique, et heureusement, je termine sur ce point-là, elle est également teintée de moments improbables, drôles et intimes, ne pas parler que des aspects, on va dire, plus difficiles. Et pour terminer, en fait, simplement, ce que j'avais envie de transmettre, c'est que ce qui doit être changé n'est pas uniquement la manière de concevoir le travail, parce que c'est ce que nous faisons actuellement, en fait, en nous réunissant ici, en créant des formations. Mais ce qui doit changer, c'est la considération, le respect et la reconnaissance des interprètes comme des professionnels à part entière. Voilà, merci. Merci. Et je vais en profiter pour rebondir sur ce que Ada vient de dire. De plus en plus, ces derniers temps, je me dis, mais j'ai vraiment de la chance d'être francophone, d'être interprète et francophone. Parce que je sais qu'en tant qu'interprète, j'ai d'emblée beaucoup moins de pouvoir symbolique que le psychologue, le psychiatre, les autres professionnels, ça c'est sûr. Et de plus en plus, je m'aperçois qu'en tant que francophone, j'ai quand même plus de pouvoir symbolique, plus de crédit, plus de légitimité que des interprètes qui sont perçus comme non francophones. Il y a ces différences-là aussi. Et donc, sans vouloir tomber dans les grands mots, les grandes notions, c'est vrai que j'ai l'impression ces derniers temps que je perçois de plus en plus qu'il y a cette espèce de violence systémique sociétale de la communauté dominante par rapport aux migrants qui se reproduit à une autre échelle par rapport à la communauté des interprètes. Et donc c'est vrai que c'est terriblement important de considérer non seulement le travail, la profession à sa juste valeur, mais la personne, quelle que soit l'origine de l'interprète. Voilà, c'était pour vraiment rebondir. Et donc pour moi cette fois-ci, je voudrais de nouveau rebondir sur ce que Adalus vient de mettre sur la table, et c'est cette fois-ci de conceptualiser ces tensions dont témoigne Adalus entre le rôle qui nous est prescrit, donc la charte, le rôle normatif, et ce qui se passe dans la réalité, vraiment sur le terrain. Donc d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de comprendre comment on peut désamorcer ces tensions, ce qu'on appelle le conflit de rôle. Et donc, pour comprendre pourquoi ces tensions, il faut d'abord repartir sur la définition du rôle. C'est quoi le rôle, sociologiquement parlant? Le rôle, il est terriblement étroit. Il y a un rôle, il n'est déjà pas à mettre au pluriel du point de vue sociologique, parce que le rôle, c'est l'ensemble des attentes collectives les plus largement partagées sur l'interprète, sur la profession d'interprète. Ouais. Donc ces attentes collectives largement partagées, c'est le plus petit dénominateur commun, elles font que le rôle est très étroit. Et c'est une conception sur l'interprète et sur l'interprétation qui est préalable à l'interaction, avant même que l'interprète il entre en action sur le terrain. Et donc, de par le monde, les codes de déontologie, de pratique, les chartes donnent un rôle qui est étroit. Oui, l'interprète ne peut pas être impliqué, il peut pas faire de médiation, il fait pas d'ajout ni d'omission, il n'entre pas en aparté avec les intervenants primaires. De temps en temps, peut-être dans certains codes, on voit qu'il pourrait faire du décodage culturel. Il y a cette question de transmission. Qu'est-ce que c'est que la transmission? Plus proche de l'original, littéral, le sens. Mais alors, il y a cette énorme question de savoir c'est quoi le sens? Est-il déterminé? Est-ce qu'il y a le sens, un sens ou du sens? Quel est le phénomène de négociation de sens, etc., etc. Ouais. Donc, ce rôle est très étroit. Et il entre en tension avec les actions discursives réelles que l'on peut observer sur le terrain de manière complètement inductive, sans injonction normative, juste on observe ce qui se passe sans jugement. Et on peut l'observer grâce à un outil
qui est tiré de la théorie du positionnement, qui est une théorie qui vient des sciences psychologiques, sociales et psychologiques. Cet outil, cette lentille analytique, on peut l'appeler la position subjective, que l'on peut définir comme suit si on l'adapte à l'interprétation. Donc une position subjective, c'est une projection discursive, c'est-à-dire ce qu'on dit. Une projection discursive qui reflète la manière dont une personne considère ce qui est dit et par ce qui est dit, considère sa relation aux autres interactants. Okay. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, on a par exemple la projection discursive, la position subjective de convertisseur linguistique. Convertisseur linguistique, c'est quand on nous dit « Allez, vous travaillez au mot à mot. Voilà, vous dites exactement ce que je dis. » Cette position-là, quand on essaye, si c'était possible, parce que c'est utopique, oui, si c'était possible de traduire au mot à mot, c'est la position subjective qu'on pourrait appeler celle de convertisseur linguistique, qui, elle, est cristallisée dans les attentes largement partagées. Donc elle est cristallisée dans le rôle. La petite flèche que j'ai mise, c'est le processus de cristallisation, comme les théoriciens l'appellent, entre ce qu'on observe sur le terrain, ce que l'interprète peut dire, et ce qui aboutit au final dans les attentes collectives, donc dans le rôle. Puis il y a d'autres positions subjectives, comme par exemple celle qui touche à l'interculturalité, qui, elles, voilà, peu ou prou, sont déjà ancrées dans certaines attentes collectives. Oui, de temps en temps, dans certains secteurs d'intervention, dans certains pays, l'interprète, il peut faire du décodage culturel, ou au moins indiquer que là, il y a un problème de communication, et c'est certainement dû à un problème culturel. Ouais. Ça entre dans les attentes, dans les pratiques. Et puis, il y a beaucoup de positions subjectives qui sont complètement périphériques, qui existent sur le terrain, mais qui n'entrent pas du tout dans les attentes collectives. C'est par exemple la position de co-animateur dans un groupe thérapeutique, là où le thérapeute se partage son pouvoir symbolique pour s'appuyer sur la co-animation par l'interprète, chacun dans son champ de compétences. Ça existe, mais bon, c'est loin d'être ancré dans le rôle. Ouais. Donc ça, c'est pour le cadre théorique qui permet d'expliquer le conflit de rôle, les tensions. Et donc, l'interprète, si on suit ce qu'on peut observer sur le terrain, il n'est pas figé. Il est tout le temps en train de s'adapter. C'est la métaphore de l'interprète caméléon. Ouais. Et il est tout le temps en train de bouger sur un continuum entre effacement optimal, pas maximal, optimal, autant qu'il le peut, ouais, notamment dans les secteurs d'intervention en contexte juridique, tribunaux, police, asile, etc. Et il aussi vers de l'implication, de la collaboration, de la médiation, plus de partage de pouvoir symbolique avec l'autre professionnel, notamment en santé, dans certains dispositifs de santé mentale encore plus, et a fortiori dans une situation de crise où l'interprète prend pas mal d'initiatives. Donc, d'un côté du continuum, l'interprète a un comportement discursif qui est très proche du rôle normatif, avec très peu d'autres positions subjectives que celles du convertisseur linguistique qui sont activées. Et de l'autre côté du spectre, on a une large palette de positions subjectives, avec ce qui se dégage, c'est l'agentivité de l'interprète. L'agentivité qui veut dire que parmi tout un choix d'actions possibles, l'interprète de manière consciente, raisonnée, va choisir les actions qui vont permettre de mieux servir l'interaction, la communication et donc la finalité sociale de l'interaction. Ouais. Je concrétise ça tout de suite. Voilà. On peut reprendre ce continuum en fonction des différents secteurs d'intervention, sans oublier que l'interprète, il bouge également sur ce continuum au fil même d'une seule prestation. Au sein d'une prestation en santé mentale ou avec l'assistante sociale, voilà. L'interprète, il bouge constamment de position subjective en position subjective. Et je vais exemplifier quelques-unes de ces positions subjectives, notamment celles qui ont attrait à la différence culturelle. Voilà. Un cas réel, tout ce que je vais vous amener aujourd'hui sont des cas réels, observés ou vécus. Le monsieur vient du Caucase, il demande un verre d'eau, et puis avant de boire,
il tend son verre d'eau à l'assistante sociale, il lui dit « Vous voulez boire ?» Et l'interprète social est offusqué, il a une réaction très spontanée en disant « Non mais ça va pas !» Donc l'interprète, il a le choix, c'est son agentivité, il peut ne rien dire. Et donc on va continuer la prestation avec pas mal de tension. Parce que le monsieur, il est rentré dans sa coquille comme ça, tout d'un coup. Soit il peut indiquer la différence. Je pense qu'ici, il y a un petit problème culturel. Et puis laisser la responsabilité aux intervenants primaires de mettre un mot sur cette différence culturelle. Soit lui-même d'être référent culturel, d'indiquer. Je pense que dans la culture de monsieur, peut-être, je pense, en tant qu'interprète, hein, le décodage est tout à fait relatif, puisque c'est subjectif. Monsieur ne peut pas boire sans avoir présenté d'abord à boire aux femmes présentes dans la pièce. Ou il peut aller plus loin, l'interprète, en faisant de la médiation interculturelle, donc laisser vraiment les intervenants primaires discuter de ce qui les oppose culturellement, les faire sortir de leur cadre de référence. Tiens, ça vous offusque? Pourquoi, madame? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah bah, il y a un problème d'hygiène pour moi. Et vous, monsieur, qu'est-ce que ça signifie, ce geste? Ben, c'est une question de respect pour moi, etc., etc. Donc ça, c'est des positions qui, comme on disait tout à l'heure, sont déjà relativement cristallisées dans les attentes collectives. Mais il y en a d'autres, comme par exemple assistant linguistique du patient, qui interviennent très très fréquemment, parce que le patient est en train de se raconter, puis tout d'un coup, il regarde l'interprète et il dit « Oui, alors je suis entré dans l'église, là, et j'ai pris l'eau... » Et on sent par le regard, par l'intonation, qu'il appelle l'interprète à l'aide. Donc c'est le patient qui déclenche la position d'assistant linguistique chez l'interprète, qui va dire « L'eau bénite, oui, oui, l'eau bénite. » Et puis après, le patient, il continue son histoire. Oui. Ou bien la position de référent linguistique. Quand on demande, quand le psychologue, le psychiatre par exemple, demande à l'interprète la manière dont lui, l'interprète, elle, l'interprète, a senti la manière dont le patient manie sa langue. Par exemple, on est aux urgences psychiatriques, la consultation se passe avec une patiente russophone et donc l'interprète est au plus proche de la manière de parler de la patiente et de ce qu'elle dit. Donc l'interprète est dans cette position de convoyeur de sens. Et puis à la fin de la consultation, en présence de la patiente, le psychiatre se tourne vers l'interprète et dit « Et vous, madame, comment vous avez senti la manière dont s'exprime madame russophone, la patiente ?» Et donc à ce moment-là, voilà, l'interprète, depuis son champ de compétences, peut nommer la manière dont elle a ressenti ce maniement de la langue, qu'elle a essayé de reproduire dans ses restitutions. Seulement reproduire à 100%, c'est pas possible, puisque les langues fonctionnent différemment, la pensée fonctionne différemment. Donc c'est un outil supplémentaire dont peut bénéficier le psychiatre pour établir son diagnostic, par exemple. Ou bien la position de porte-parole du patient, qui est loin d'être la position d'avocat qu'on pourrait retrouver aussi. Hein. Voilà, l'interprète qui vient défendre les droits du patient. Ici, la position de porte-parole, elle peut être extrêmement fine en cours d'interaction. Par exemple, la patiente, qu'on va appeler Paulina, elle dit à un certain moment, lors d'une consultation en santé mentale, voilà, je vous en prie, transmettez, parce que je suis quelqu'un de très respectueux des lois et j'ai très peur. Et elle regarde l'interprète. Et on voit, même sans son regard, on voit rien qu'au pronom utilisé, hein, transmettez, vous, qu'elle s'adresse à l'interprète. Ouais. Et donc, ça veut dire que par son vouvoiement à l'interprète, elle déclenche la position subjective de porte-parole chez l'interprète, qui va réagir. Ce sont des microsecondes de réaction. On est en interaction. Interaction, ça porte bien son nom. Ça veut dire les uns agissent sur les autres et l'interprète, elle est prise dans ce jeu d'action également. Et donc l'interprète dit à la psychologue, voilà, tout simplement, vraiment, madame demande, madame dit, je suis quelqu'un qui obéit à la loi et j'ai très peur. Donc, l'interprète, elle va utiliser ce qu'on appelle l'inquit. Madame demande, madame dit, c'est-à-dire qu'elle nomme que cette parole, cette demande vient bien, pas d'elle, l'interprète, mais de la dame. Oui. Et elle utilise des focalisateurs, tout simplement vraiment, pour renforcer la demande de la patiente. Et puis, très normativement, elle reprend la restitution en jeu. Oui, ça, c'est une illustration de cette position
de porte-parole. Donc les positions, c'est extrêmement bref en fait, c'est très fugace. C'est ce qui se déclenche en une fraction de seconde chez l'interprète, et souvent c'est suscité par le comportement discursif des intervenants primaires eux-mêmes. C'est pas l'interprète qui choisit de faire ça en fait, mais elle répond à un appel dans l'interaction au service de la communication. Ou bien la position de médiateur relationnel, qu'ici je vais mettre en lien avec la position de collaborateur bilingue et la notion d'alliance thérapeutique qui a déjà été amorcée par Nicolas et par Adalouz. Donc, pour rappel, je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles de l'alliance thérapeutique, mais en contexte monolingue, une des définitions est celle-ci. L'alliance thérapeutique est composée de 2 dimensions. La dimension affective, c'est la qualité émotionnelle du lien qui lie le soignant et le soigné, et la dimension cognitive, donc l'accord sur les buts de la thérapie et qui va faire quoi sur les tâches à accomplir. Okay, donc c'est une notion qui est importante, comme je comprends, en psychothérapie en contexte monolingue, parce que la qualité de cette alliance est prédictive de la réussite de n'importe quel type d'intervention thérapeutique. Donc, si on sait ça en contexte monolingue, quand le psy est en relation duel avec le patient, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand l'interprète est là et que la relation devient triadique? Ok. Et donc, il y a encore très peu d'études qui se penchent sur l'alliance thérapeutique en contexte interprété, mais les quelques études qui se penchent sur cette question pointent quasi toutes vers le même phénomène. D'abord, il y a une construction relationnelle dans le temps. Donc, la personne allophone, elle va d'abord tester puis investir sa relation à l'interprète, voir si elle est en sécurité, s'il y a bien confidentialité, si tout est bien traduit, bien sûr, mais également s'il y a du soutien de la part de l'interprète. Et puis, la personne allophone, elle va observer ce qui se passe entre l'interprète et le thérapeute. Ici, je pars de données en santé mentale, mais je pense que ça pourrait être la même chose avec un autre professionnel. Ça pourrait être un assistant social ou un assistant administratif, ici, oui. Et donc, la personne allophone, elle regarde ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a de la confiance, du respect, de la collaboration? Et puis seulement, la personne allophone, elle se tourne vers le prestataire de service, ici le thérapeute, et elle investit cette relation, si c'est une relation de confiance et de sécurité. Alors concrètement, ça se passe par des micro-éléments. C'est pas que l'interprète, il doit faire de grands discours pour gagner la confiance du patient, hein. On est vraiment dans des micro-éléments qui sont de l'ordre du non-verbal, l'expression faciale, le regard et le paraverbal. Donc, ce qu'on peut faire avec la voix, mais qui ne sont pas des mots. Des rires, des soupirs, voilà, des petits signaux, des signaux d'écoute, par exemple. Et donc, quand on écoute les patients, eh bien, ils se disent très attentifs aux signaux émis par l'interprète, des signaux non-verbaux de non-jugement. Vas-y, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vais pas juger. Ok ? Et des signaux paraverbaux d'écoute. J'ai une patiente et elle m'a dit « moi, j'adore mon interprète. Elle fait tout le temps comme si elle me comprenait. » Ouais, voilà. Donc c'est ce que Nicolas disait tout à l'heure avec cette question d'écoute. On est deux en fait à écouter la patiente, oui, et on montre tous les deux qu'on l'écoute et qu'on la comprend. Et puis il y a aussi des signaux d'appel à l'écoute et d'appel à la compréhension. Donc l'interprète vérifie en fait si la patiente elle comprend bien, si elle est bien avec nous dans l'interaction. Ça va? Ok, c'est compris? Vous comprenez? Des petits mots comme ça qui font que la patiente, elle va aussi hocher la tête ou elle va dire Et puis la patiente observe ce qui se passe entre l'interprète et le thérapeute, et là aussi, elle observe ce qui se passe au niveau non-verbal et au niveau paraverbal essentiellement. Donc les petits « ok, d'accord, ah oui », qui sont échangés entre thérapeute et patient. Et puis la patiente s'investit dans la thérapie et ces éléments-là donc participent. Je vais quand même mettre le conditionnel parce qu'on n'a pas assez d'études pour prouver à 100% que c'est comme ça, hein. Mais ces éléments-là participeraient probablement à la dimension affective de l'alliance thérapeutique qui facilite, qui favorise l'expression de soi de la patiente. Voilà. Je vais essayer d'exemplifier, j'ai encore un peu de temps, ouais.
Cette position subjective donc de médiation relationnelle, de médiateur, médiatrice relationnelle exercée par l'interprète. Moi, je ne parle que des interprètes, je ne parle pas des médiateurs qui sont théoriquement différents de l'interprète. Et donc, on est en santé mentale et c'est un trio, donc thérapeute, patiente, interprète, qui fonctionne depuis 2 ans et demi. Donc ils se connaissent bien et ils ont pris le parti pris de se tutoyer d'abord. Et la patiente a été victime de violences collectives, d'une barbarie sans nom. Quand elle est arrivée en Belgique, elle était couverte d'eczéma, toute blanche. Okay, et ici, au bout de 2 ans et demi, le thérapeute voudrait l'inviter à constater que ça va mieux. Il n'y a plus que quelques taches blanches sur ses mains, en fait. Et donc, à un certain moment de la conversation, il dit « Paulina, montre-moi un peu les mains. » Et l'interprète restitue en convoyeur de sens. Montre les mains. Ouais. Déjà, rien qu'avec cet exemple-là, on voit bien que c'est pas mot à mot. Parce qu'en russe, on va pas dire montre-moi un peu. Ouais, on va utiliser d'autres éléments syntaxiques et grammaticaux, peu importe, mais on voit bien que c'est pas du convertissage linguistique. Et Paulina répond quoi? Il lit sur les lignes de la main, il lit les lignes de la main, et l'interprète rit très spontanément. Donc ce qui se passe ici, c'est que Paulina, vous voyez, ce sont des noms d'emprunt bien sûr, elle s'adresse à l'interprète en faisant une petite blague sur le thérapeute. Donc elle construit une relation de complice avec l'interprète. Elle fait une petite blague, et la réaction de l'interprète, elle est tout à fait logique linguistiquement, c'est une paire adjacente, je fais une blague, tu ris. Okay. Donc ça veut dire que par son rire, Irina, elle a accepté cette position de complice projetée par la patiente. Okay. Et puis Irina va restituer au thérapeute. Tu sais lire sur les mains? Et elle émet aussi un petit rire. Donc on voit ici que l'interprète, elle a juste modifié le pronom. Donc elle n'a pas été dans cette position normative, traduisez comme ça a été dit. Dans ce cas-là, elle aurait dû dire quoi? Il lit sur les lignes de la main, mais il, c'était qui? Oui. Donc, elle a transformé la petite blague comme si la patiente s'était adressée directement au thérapeute. Autrement dit, elle a fait de la médiation relationnelle pour qu'il y ait une complicité qui émane de la patiente envers le thérapeute. Et en plus, elle a ajouté son petit rire, qui est un appel à la connivence, donc pour que le thérapeute il réagisse en entrant lui-même dans la complicité. Ouais. Sauf que ici, ça a été trop vite, et Théodore, enfin, le thérapeute, il était dans son idée de constat que ça allait mieux, et donc il dit, elle n'a plus rien, non, et c'est seulement un peu après qu'il va rire. Voilà. On n'a pas la trace ici. Ah, pardon, voilà, ça doit être comme ça. Un autre petit exemple, c'est la même consultation. Paulina est restée à un certain moment très mutique, en fait. Elle ne veut pas verbaliser l'état dans lequel elle est arrivée il y a 2 ans et demi en Belgique. Et donc Théodore essaie de la faire se raconter. Et puis à un certain moment, il dit « rappelle-toi ». Mais rappelle-toi, c'est une injonction. Oui, c'est un acte de langage qui menace la face de Paulina, son narcissisme. C'est « je te donne un ordre ». Ok ? Et l'interprète transmet, restitue en disant, non pas « souviens-toi », mais elle dit « tu te souviens ?» Donc elle transforme l'injonction en interrogation, ce qui est un acte beaucoup moins menaçant pour Paulina. Autrement dit, elle convoit le même sens, sauf qu'elle essaye par un changement de passage de l'injonction à la question, elle essaye de protéger la relation entre le thérapeute et le patient et la patiente. Et puis elle ajoute « moi je me souviens ». Ça c'est vraiment un ajout, ok? Mais c'est un ajout qui est un appel à la connivence pour montrer à Paulina qu'ils sont deux en fait, qu'ils sont deux à écouter Paulina et qu'ils savent tous les deux que c'est difficile pour Paulina de se souvenir et de verbaliser ce qui s'était passé il y a 2 ans et demi. Et l'ensemble va déclencher la parole de Paulina qui va effectivement se mettre à se raconter. Oui. Donc c'est une autre forme de médiation relationnelle exercée par l'interprète. Si j'ai encore le temps, encore un petit exemple. Un mini. Ouais, voilà, parfait. Alors, ici c'est la même consultation, mais à la fin de la consultation. Donc Théodore, qui d'habitude s'adresse directement à la patiente de manière très normative,
il se tourne un peu vers l'interprète, il lui dit donc c'est pour ça que c'est important, moi je pense, hein, au lieu de le dire avec son corps, de continuer à venir ici parce que j'ai parlé avec l'assistante sociale pour qu'elle puisse venir 2 fois par mois. Donc idem, Théodore est en train de parler à l'interprète de la patiente qu'il désigne à la 3e personne. Et donne son avis, c'est un marqueur discursif d'avis, moi je pense, qui est suivi par un petit marqueur interactionnel avec une intonation montante. Hein? Et ce marqueur interactionnel, hein, il a quel effet sur l'autre? De demander son avis. Ouais. Donc, en fait, par sa prise de parole, Théodore est en train de construire une position de collaboratrice pour l'interprète. Et l'interprète, elle endosse cette position de collaboratrice. D'abord par des signaux d'écoute, puis oui, signaux d'accord, et puis elle répète en français, 2 fois par mois, tout à fait. Donc elle répète, ça, ce sont des signaux d'accord pour le thérapeute, ces fameux signaux d'accord auxquels les patients semblent très attentifs. Oui. Et puis elle va restituer en russe à la patiente. Il y a beaucoup de choses à dire, mais juste en 3 mots. C'est pourquoi tu comprends le fait que tu es mal. Tout ça se reflète sur ton corps, tu comprends, sur les bras, les jambes. Et donc, ce serait très bien, pour que tu n'aies pas ces souffrances physiques, que tu viennes ici 2 fois par mois. Okay ? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est le thérapeute qui a déclenché la position de collaboratrice chez l'interprète. Et l'interprète, elle restitue depuis cette position. Elle renforce l'argumentation du thérapeute en explicitant un peu. Ton corps parle, tu as les jambes qui gonflent, tu souffles, donc viens ici 2 fois par mois. Toujours en vérifiant que, à 3 reprises, tu comprends, en vérifiant que la patiente comprend les enjeux et le pourquoi de l'argumentation de venir 2 fois par mois chez le thérapeute. Etc., etc. Voilà, je pourrais vous montrer encore pas mal de choses là. Mais pour conclure, donc la seule manière, et Ada l'a déjà bien souligné ce matin, la seule manière de sortir de ces tensions entre la charte, le rôle normatif et ce qui se passe sur le terrain et qui est souvent déclenché, non pas par l'interprète lui-même, mais par les intervenants primaires, c'est de métacommuniquer. C'est que l'autre professionnel puisse prendre 5 minutes de son temps précieux avant la prestation pour pouvoir donner des repères à son caméléon, à son interprète, en disant voilà, moi je voudrais faire ça, bon, on va voir comment ça va se passer, mais voici mes buts, voilà comment ça va se passer, contextualiser le dossier comme Ada disait, etc., etc. Autrement dit, je termine sur 2 schémas, c'est oublier ce modèle du conduit dont Madame Traverso reparlait ce matin, qui a la vie dure. Hein. La communication, ça serait si simple si c'était juste émission, réception, on a tout compris, et à l'intérieur, entre les deux, il y a l'interprète qui va juste convertir des mots. Sauf que ça n'existe pas dans la réalité, c'est purement théorique, oui, même si ça a la vie dure. Et donc de remplacer ce schéma par la métaphore du pas de 3, donc de cette danse à 3, où l'interprète est perçu comme un danseur. Il fait vraiment partie de l'interaction. Il a des micro-ajustements qui confinent ou qui sont de la médiation pour que les 2 intervenants primaires puissent encore mieux danser ensemble avec l'interprète. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors il y a des choses très magnifiques qui viennent d'être dites et je vais essayer de poursuivre. Alors pas d'une position cette fois-ci d'interprète. Je ne suis pas interprète, donc je ne peux pas parler aussi bien d'ailleurs de tout ce que vous avez dit. En revanche, je vais recontextualiser la recherche qu'on a menée et le diplôme universitaire que je voudrais vous présenter. À partir d'une question générale qui était celle d'anthropologues travaillant sur les questions migratoires et qui se demandent pourquoi il y a un tel déni des langues dans la question migratoire. Pourquoi on considère que c'est une question technique, les langues, qu'il suffirait de les traduire à nouveau avec le schéma dont vous avez parfaitement parlé, c'est-à-dire une traduction littérale et précise de ce qui a été demandé d'ailleurs, hein, avec des hiérarchies propre à ce système et que la question serait réglée.
Donc, on est là dans des formes de déni des langues qui s'expliquent évidemment de manière politique. On est dans un système qui ne souhaite pas considérer l'altérité, qui a eu aussi très peur, à mon avis, de la diversité des langues qui sont arrivées avec cette dite crise migratoire. Hein. C'est pas tant les nombres qui ont fait peur, mais c'est tout à coup cet étranger qui était décliné avec des étrangers qu'on ne connaissait pas et qui venaient aussi de régions qu'on ne connaissait pas. Avec donc l'impossibilité de l'entendre, de le comprendre, qui, à mon avis, ont beaucoup donné cette dimension d'une langue qui devait être réduite à quelque chose de tout à fait technique. Donc, on a réfléchi à ces questions avec un groupe d'anthropologues, de psychologues et de sociolinguistes pour proposer une recherche qui est en même temps, je crois que je l'ai mise ici, oui, une recherche autour des interactions linguistiques dans les contextes interactions linguistiques et culturelles dans les contextes de migratoires. Donc, on a travaillé pendant 4 ans sur un programme financé par l'Agence nationale de la recherche avec une vingtaine de chercheurs qui ont été très vite rejoints par à peu près 70 locuteurs pairs qui nous ont permis de mener cette recherche sur les camps, les campements aux frontières de la migration pour essayer de comprendre comment se développaient les situations d'interaction. À partir de là, nous avons développé une plateforme parce que nous nous demandions finalement quelles sont les langues qu'on parle dans les camps et les campements, autrement dit, dans des situations d'urgence, de contraintes extrêmes, parfois de survie, que deviennent les langues? Que font les langues à la migration? Qu'est-ce que les migrations font aux langues? Et on s'aperçoit que dans des contextes ultra multilingues, puisque par exemple, on a travaillé dans Calais et puis ensuite dans l'après-Calais, sur les camps de Nord-en-Fonte ou bien sur les camps qui sont construits sur toute cette région du Calaisis. La diversité, le multilingue, etc., recompose entièrement les langues. Vous avez des langues qui sont encore des langues refuges, mais vous avez aussi des langues codées, des langues qui se recomposent, des langues qui ne valent que pour certaines communautés qui veulent se comprendre, qui sont donc réservées. Et puis, à l'inverse, vous avez toujours cette volonté de retrouver une familiarité de la langue et des locuteurs dans ceux qui débarquent sur ces camps ou ces campements. Donc il y a énormément de positionnement autour des langues et même des nouvelles langues. Et donc on a été chercher ce parler des camps, on va dire, pour le dire vite, qu'on a appelé un migralecte, autrement dit, ces mots et ces expressions qui sont compris par les personnes qui habitent le camp dans une situation de contrainte, quelquefois de survie. Et donc, vous avez énormément de nouveaux mots, mais aussi des mots qui sont les intraduisibles, bien sûr, de l'asile, notamment, récépissé, préfecture, etc., qui n'existent pas dans les langues, parce que ce sont des notions différentes. Donc voilà, on a travaillé à ce migralecte.org, qui est un site internet, une plateforme où vous pouvez aller chercher ces 2000 à peu près mots qu'on a essayé de répertorier. À nouveau, on a pu le faire uniquement avec des locuteurs pairs, en fait, c'est-à-dire à partir... je pense que le chercheur extérieur n'a pas les moyens d'aller chercher ici les subtilités de la langue telle qu'elle est vécue et utilisée dans ces camps et ces campements. Et puis enfin le diplôme universitaire pro hospitalité, médiation, migration, donc qui entame sa 5e année et que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Donc notre idée, vous avez aussi un site internet. Notre idée finalement, c'est qu'il y a une différence radicale entre la langue dont parlent les institutions administratives, le fameux récit apporté à l'OFPRA ou à l'administration de l'asile, et puis la langue qui va être celle, par exemple, d'une consultation dans une consultation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici sur la même demande, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas non plus dans la même expérience langagière, on va dire, et la même interaction pour celui qui parle, pour la personne qui parle. Et en l'occurrence, là je vais reprendre ma casquette de psychologue, moi je crois que la personne en migration, a fortiori si elle a été victime de violence, je suis dans une consultation de psychotrauma, est continuellement prise entre plusieurs expériences langagières. Il y a la langue qu'elle va délivrer à l'administration, il y a la langue et il y a l'expérience qu'elle peut délivrer à ses proches,
il y a probablement tout un discours, tout un récit qu'elle peut se dire, et puis il y a un discours qu'elle ne se dit pas. Donc il y a un ensemble finalement je crois, de langues au sens le plus fort qui sont des expériences aussi d'interaction différentes. Donc je crois qu'il y a finalement un décalage entre la langue administrative qu'on demande de traduire. Voilà. C'est aussi celle-là qui est dans le discours politique et médiatique, et c'est celle-là dont on parle, on va dire, qui est une langue finalement qui s'inscrit dans un contexte extrêmement problématique où finalement la violence est au cœur de cette langue. C'est une langue où on l'attend sous un certain format, les demandeurs d'asile le savent bien, une traduction qui ne marche pas, ça peut être dramatique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que souvent, nos patients, donc, dans la consultation, revenant par exemple d'un entretien à la CNDA ou à l'OFPRA ou à la CNDA, vont nous dire, vont faire porter sur la traduction, c'est en général l'interprète qui est le mauvais objet. Il n'a pas compris. Mais c'est très intéressant au niveau psychologique, c'est-à-dire cette idée que, voilà, alors l'administration, elle fait tellement peur, finalement, voilà, on ne va pas toucher à cette administration qu'on ne contrôle absolument pas, mais le mauvais objet, ça va être l'interprète. Il n'a pas compris, il n'a pas su traduire, il n'a pas... Et c'est intéressant, ce que ça veut dire. Voilà. Donc là, on est dans une forme de langue qui est cette langue acceptée, demandée par l'administration, qui finalement restreint la traduction aux administrations, puisque donc depuis la directive européenne de 2015, appliquée notamment en France, c'est dans les espaces administratifs qui est réservé d'abord la traduction, c'est le premier lieu, voilà, dans cette langue que la personne est supposée comprendre, c'est les termes de cette directive européenne. Et puis qu'elle a le malheur de devoir choisir à toute vitesse à la préfecture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment se passe cette arrivée à la préfecture où on demande à la personne dans quelle langue voulez-vous être traduite, où elle va choisir en fait ses futures langues dans laquelle elle sera par exemple interrogée à l'OFPRA. Elle n'a pas à ce moment-là, en tout cas c'est ce que nos terrains ont supposé, les moyens finalement de vraiment répondre. Elle comprend à peine ce dont on lui parle, on lui donne à supposer qu'elle sache lire, ce qui n'est pas du tout l'évidence, est-ce qu'elle a les moyens de choisir lorsque vous êtes... alors, Aman n'est pas là, mais lui qui a fait le diplôme universitaire et qui parlait plusieurs langues, en l'occurrence d'Érythrée, nous disait, voilà, nous, Érythrée, donc égale 2 points tigrinya ou égale éventuellement arabe soudanais, mais alors, et ceux qui parlent le blin, et ceux qui parlent l'oromo, et là, il n'y a plus. Enfin, bon, donc on est sur des subtilités que dans l'administration se passe, et hop, puisque vous venez de là, donc vous parlez arabe, donc vous parlez, etc. Alors qu'il y a évidemment des difficultés de compréhension, des subtilités incroyables entre les Arabes, par exemple. Il va y avoir des limites fortes ensuite, notamment la question traumatique, qui fait que verbaliser, bien sûr, parler à des tiers de l'expérience traumatique, c'est une expérience en soi qui n'est pas possible dans ce genre de contexte. Et puis il y a donc cette question de la violence très souvent inscrite au cœur de la langue qu'on ne mesure pas finalement quand on est dans l'administration. Alors, moi, je m'aperçois que la langue, finalement, elle n'est valorisée que dans les politiques d'intégration. Et j'aurais dû mettre intégration entre guillemets, parce que l'intégration, c'est encore toute une question. Voyez l'actuel projet de loi, qui finalement va instrumentaliser la langue comme un instrument de tri, au lieu finalement de proposer juste un droit à la langue. Voilà, la langue comme un droit, par exemple. Apprendre le français comme un droit. Alors, je vais arriver sur les questions qui nous occupent, c'est-à-dire que je pense finalement que dans un contexte, par exemple, de médiation ou d'interprétariat comme une consultation en santé, je crois que là, on a les moyens d'aller vers d'autres dimensions de la langue, notamment sa dimension symbolique, sa dimension culturelle. Je pense que dans une consultation de santé, il y a quelque chose d'essentiel qui est que la personne adresse.
il y a une adresse. On n'est plus dans le contexte administratif où on demande à la personne de parler, où on exige des preuves. On est quand même dans un régime de suspicion qui exige beaucoup de choses de la personne. On lui demande quelque chose. Dans une consultation médicale, c'est différent. Il y a une adresse, il y a une volonté d'aller chercher un soignant. Donc, si vous voulez, cette dimension de l'adresse de la part de la personne est très différente, d'autant plus que lorsque le médecin ou le soignant va répondre, il y a précisément une réponse. Il y a quelque chose comme j'atteste de ce que vous dites. Et a fortiori, quand on est dans des consultations de psychotrauma où il y a une violence extrême qui est en jeu et qui va commencer à pouvoir se dire, il y a vraiment cette idée que la personne qui n'a pas pu parler pendant souvent longtemps, qui n'a pas rencontré de soignant, qui ne sait pas, qui a beaucoup de mal avec la violence qu'il y a dans sa tête, peut adresser quelque chose à un soignant qui va à ce moment-là attester de cette violence, répondre au sens le plus fort. Donc on est dans autre chose, hein, à mon avis, comme espace de médiation. Et donc je crois aussi qu'on est dans des espaces d'affect, vous l'avez très bien dit. On est dans des lieux de rencontre avec l'altérité cette fois-ci. On n'est plus dans l'attente d'un format. Alors, je crois que cette parole, je l'ai appelée intime rapidement, mais il faudrait aller très vite. Aller moins vite sur ce que ça veut dire, mais il y a quand même cette dimension-là particulière qui fait que on est avec une langue et la langue des patients, très souvent de ces personnes en migration qui vont avoir accès à cet interprétariat, est une langue qui en fait est déjà une langue très fragilisée. Moi, je crois que dans la migration, là où a lieu la violence, c'est justement sur la langue des personnes. C'est très souvent, on a hurlé dans leur langue, on a violé dans leur langue, on a utilisé cette langue comme une arme très souvent. Hein. Je vous redonne une phrase très belle d'Assumpta Mujiraneza, qui est une psychologue par ailleurs rwandaise. Avant de tuer, on a tué la langue dans sa fonction de symbolisation et dans la manière de la parler. Elle fait référence au vocabulaire du meurtre pendant le génocide rwandais, hein, où partir travailler, ça voulait dire partir couper. Partir couper, ça voulait dire partir avec sa machette et faire le plus de victimes possible. Si vous voulez, la langue, et c'est d'ailleurs, je reviens à Migralect dont je vous parlais, les langues sont très chargées, notamment dans la migration, et portent en fait des univers entiers. Donc c'est cette langue dont on parle. La langue de la migration violente, c'est une langue qui a déjà été très fortement abîmée dans sa charge meurtrière, souvent. D'accord ? Par ailleurs, c'est une langue souvent traître. Et là, je reviens à la fonction interculturelle de la langue, communication, etc. Autrement dit, on est dans une langue qui très souvent a été utilisée. Je repense à toutes les personnes qui sont passées par la Libye. Personne ne sort indemne de ce passage. Il y a quelque chose avec la langue qui a été utilisée, trompée, avec beaucoup de violence. Et on se méfie des autres. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? On vous a dit que vous alliez passer tranquillement. Le passeur a dit que, mais c'est le passeur qui vous a enfermé, etc., etc. Donc, la langue devient un objet de suspicion. Et a fortiori, dans le pays d'accueil, à nouveau, la question de la langue va se poser, puisqu'on ne croit pas votre langue. Il y a quelque chose autour de la langue. On va être à nouveau dans un régime où la langue est suspecte. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de choses autour de cette langue, et c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de n'importe quelle langue. Et donc, je reviens sur une phrase que j'avais trouvée pour vous dire, très intéressante, pour nous dire qui peut interpréter. Un interprète médiateur pair, enfin un interprète qui avait une fonction de médiateur également au CPA, donc au centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle en 2017, avait eu cette phrase qui était très, très intéressante. Il avait dit « Il ne s'agit pas seulement de traduire, il s'agit d'avoir été étranger dans un pays ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'était pas en train, évidemment, de travailler avec une langue de l'information, donc la première langue dont on parlait. Il était en train finalement de partager une expérience, l'expérience de celui qui est étranger dans le pays, etc. Donc on est là en train de parler d'une langue qui est finalement celle dont vous avez parlé aussi d'Erving Goffman, et nous on travaille beaucoup sur la question du rôle, mais cette fois-ci, comme le présente Erving Goffman, comme une performance. Lui a tendance, comme vous savez, à proposer beaucoup, à penser les interactions comme une scène où chacun est en fonction finalement de performer quelque chose et de montrer
une partie de soi-même dans cette interaction. Et c'est vrai que c'est la question du rôle, finalement, comment chacun va remplir avec sa langue le statut qui lui est donné par ce rôle. Et on est dans la question d'une traduction qui est beaucoup plus à l'écoute, finalement, des subjectivités, de l'intime, etc. Alors, concrètement, l'interprète médiateur nous a fait beaucoup réfléchir donc, dans le cadre de l'INALCO. L'INALCO, c'est une université où on enseigne les langues et les sciences humaines et sociales. On y enseigne 103 langues, c'est la vocation, c'est l'ADN de l'INALCO depuis, qui est une université très, très ancienne maintenant. Et notre idée était que finalement, les personnes qui étaient intéressées par la question de médiation et par la question des langues, qui voulaient être interprètes, pouvaient être avaient des ressources en fait exceptionnelles lorsqu'elles avaient en plus vécu des situations de médiation, par exemple le long de leur parcours, etc. Et notre idée était de développer donc un cursus pour les médiateurs pairs qui, dans la situation de migration, avaient cette ressource, cette possibilité finalement de comprendre le contexte de la médiation plutôt mieux que quelqu'un qui ne l'aurait pas du tout vécu. Donc on a, il y a maintenant 5 ans, proposé un diplôme universitaire en engageant finalement, en proposant à une trentaine de personnes en situation de migration, indépendamment, je le redis toujours parce que je trouve que c'est un élément très important, c'est un diplôme inconditionnel, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont leur papier, nous avons aussi des personnes qui n'ont pas leur papier, mais ce n'est pas un élément de décision dans une université. Et je vous rappelle que c'est la loi, c'est-à-dire que si on suit la loi, logiquement, nous n'avons pas demandé les papiers aux étudiants. En revanche, on doit leur demander un papier d'identité. Voilà. Et donc, on a une trentaine de personnes qui sont passionnées par la médiation et la migration, mais qui connaissent très bien, parce qu'elles ont eu à vivre sur leur parcours cette situation de médiation et de migration. Ce diplôme est depuis 2 ans financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce dont je me félicite d'ailleurs. Et donc, ce diplôme va exiger un élément de la part de ces étudiants, médiateurs, futurs médiateurs, particulièrement, je pense, qui est la question, évidemment, et on l'a aussi souligné dans les précédentes présentations, c'est la question du positionnement, de la réflexivité et de l'identification. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement on demande à un médiateur pair d'interpréter une situation qui peut aussi être une situation de grande violence, il y a énormément de choses à mettre en place dans la formation pour qu'il n'y ait pas une identification immédiate et pour qu'il n'y ait pas un glissement. Voilà, à ce moment-là, on perd la situation du tiers, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui nous a demandé le plus de travail pour construire cette formation. C'est un diplôme où vous pouvez aller sur le site internet. Il y a 4 cours pratiques, donc vraiment autour du positionnement, l'analyse de l'interaction, qu'est-ce que c'est qu'être interprète, l'analyse des pratiques, etc. Puis des cours plus théoriques autour de l'interprétariat, autour aussi du droit, par exemple, et des migrations. Mais l'idée est toujours d'essayer à partir des ressources, en général exceptionnelles, non seulement multilingues, puisqu'on a avec des personnes qui parlent 4, 5, 6 langues quelquefois. Et aussi, leurs connaissances sont des interprètes médiateurs linguistiques et culturels. Ils connaissent très, très bien culturellement le pays d'origine et le pays dit d'accueil. Autrement dit, ce sont des personnes qui connaissent bien aussi les structures en France. L'idée est vraiment d'avoir des personnes qui puissent se saisir de leurs ressources sans... tout en gardant finalement le positionnement du médiateur ou de l'interprète, c'est-à-dire aussi une forme de réflexivité sans adhérence immédiate ou sans risque de glissement, parce que là on perd, alors a fortiori dans une consultation de santé, ou surtout en santé mentale. Si on a un interprète médiateur qui se met à pleurer ou à l'inverse qui dit ça, je peux pas supporter, là on peut plus continuer. Alors je revenais rapidement là sur la position de l'interprète. Donc on distingue évidemment la position, ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est-à-dire ce qui est attendu des parties en présence, et puis le positionnement finalement de l'interprète médiateur qui va, lui, s'investir dans l'interprétariat
je crois avec beaucoup, oui, d'empathie, mais aussi beaucoup de réflexivité. Enfin, je crois que ça demande un énorme travail d'être capable de, justement, de toujours être en situation d'interprétariat médiation. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lui demande d'être super neutre, en même temps on lui demande de... Enfin voilà, donc c'est très complexe. Moi je dois dire qu'en consultation, les interprètes médiateurs avec lesquels on travaille, on les connaît, mais extrêmement bien, c'est-à-dire que sont vraiment des personnes avec lesquelles on travaille sur des années et on leur demande d'être les mêmes avec chaque patient à chaque consultation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un cadre qui se crée où le médiateur-interprète est absolument essentiel. Et je redonne, à mon avis, les 3 fonctions qui sont si importantes pour le médiateur-père. Moi, d'abord, je pense qu'une situation de médiation en santé, hein, donc là, je suis dans un cas très particulier, c'est une situation de présence physique des corps, d'autant plus que la question du corps dans l'histoire, quand il a été très, très effracté, ça vient se poser. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à rappeler aussi l'importance de la voix, de l'intonation, du rythme. Enfin, ça réanime. Hein. L'interprète, il va avoir une fonction de réanimation de la parole, de sa fonction symbolique, de sa dimension, de ses métaphores, etc. Donc ça passe aussi par la voix. Il y a le livre, il y a toutes les études de Laurent Danon-Boileau sur la question de la voix, c'est un psychanalyste, hein, et qui vient là de proposer un livre qui s'appelle Les plis du langage. C'est vraiment très impressionnant, c'est-à-dire que lui travaille uniquement dans ce livre sur les questions de la voix et des intonations de la langue, et c'est tellement charnel finalement que c'est ça qui soutient quelquefois entièrement. Je pense que ceux qui travaillent en santé mentale le savent. Il y a des patients qui ont des voix absolument particulières, très très belle ou très... Voilà, et on peut, par la voix, aller très loin. Et là, l'interprète a un rôle aussi par sa présence et sa voix. Je crois aussi que l'interprète, évidemment, c'est celui donc, qui va réenclencher toute la dimension de la langue. Et puis, enfin, l'interprète médiateur, dans une situation d'interprétariat en psychotrauma, il a un rôle tiers qui est absolument essentiel puisqu'il n'arrête pas de faire tiers, tout simplement. Donc, c'est-à-dire diffracter, en fait, la violence de la langue. Et il nous est arrivé plusieurs fois... Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des patients qui ne veulent pas de relation tiers et qui ne veulent parler qu'à une personne. Donc, à ce moment-là, ça exclut l'interprète. Donc, à ce moment-là, on est sur des niveaux de langue qui sont complètement différents, qui sont aussi très intéressants parce que travailler dans un broken English ou bien dans un français qui est mal maîtrisé et voilà, suppose de décoller, j'ai envie de dire, la langue de l'image de manière différente. Mais quand on peut être dans une fonction, quand on peut être à 3, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Comme vous savez, et je vous disais tout à l'heure, la langue, elle a été très souvent abîmée et il y a une charge traumatique dans la langue. Donc vous vous retrouvez avec des personnes qui ne peuvent pas dire un certain nombre de choses dans leur langue et qui n'ont même pas envie d'avoir à le dire dans l'autre langue. J'ai des souvenirs forts de personnes qui me disent... Je ne vais pas vous le raconter dans la langue, je ne peux pas employer mes mots. Je préfère le raconter, par exemple, en anglais. Des Tamouls qui disaient, je vous le raconte en anglais parce qu'au moins dans l'anglais, c'est plus neutre. Redire ces mots, c'est pas possible. Mais c'est là que l'interprète peut être extrêmement... l'interprète médiateur fort. Et moi, il y a toujours une question qui me vient quand on sent que la personne a du mal à choisir ses mots, qui est, mais voilà, comment a-t-il pu le dire dans sa langue? Par quelle périphrase a-t-il pu le dire dans ses langues? Par exemple, un homme qui ne peut pas vous raconter qu'il a été violé et qui va vous dire « il venait à 5 dans ma chambre », etc., ou dans la cellule, c'est très important que l'interprète puisse expliquer l'image, même si c'est une image culturelle et donc il va falloir l'expliquer longtemps, comment ça a pu être dit. En tout cas, en psy, c'est extrêmement important. Nous, ça nous fait comprendre énormément de choses, ces passages dans la langue. Et en fait, là, on a besoin de l'interprète médiateur. On est absolument démunis. De même que l'interprète médiateur aussi nous dit souvent... Alors, il prend effectivement, là, c'est toujours le truc, il prend énormément de temps pour traduire un truc. On a mis une demi-seconde et voilà. Et donc moi, c'est toujours une question, c'est-à-dire pourquoi j'ai l'impression que vous avez eu besoin de tellement de choses, et le fait que l'interprète médiateur puisse expliquer pourquoi ce n'est pas si simple finalement et qu'il a fallu passer probablement par d'autres explications, c'est quelque chose qui vient un peu systématiquement dans une consultation et qui nous dit beaucoup, par exemple, d'un patient qui ne va pas bien employer sa langue
quand il arrivera sur certains sujets. La parole s'emballe ou la parole commence à... Ou bien des patients qui utilisent d'autres... On a des patients bengalis qui partent sur d'autres formes de dialecte lorsqu'il s'agit de parler du moment de l'accident. Voilà. Et ça, c'est l'interprète qui peut vous le dire, que là, on n'est plus sur les mêmes cadres de langue. Voilà. Donc en fait, dans une consultation de santé, et a fortiori de santé mentale, l'interprète médiateur, c'est-à-dire celui avec lequel on peut avoir la teneur de la langue, enfin qui peut nous dire ce qu'il entend dans le maniement de la langue, en fait est absolument essentiel. C'est pour nous une des clés d'une possibilité aussi de retertiariser la langue, de retrouver une dimension de la langue qui a été, c'était mon point de départ, écrasée souvent dans l'exil, dans la migration, et qui est à nouveau souvent écrasée ici parce qu'elle n'est pas comprise, parce qu'elle n'est pas traduite, parce qu'elle n'est pas interprétée, pas médiée. Voilà ce dont je voulais vous parler. Donc ça, c'est quelques livres sur ce sujet. Le dernier, Lingua non grata, est en ligne et parle, alors pas tant de l'interprète, qui est plus d'en traduire l'exil, le plein droit, qui est aussi en ligne, mais qui parle de qu'est-ce que c'est que les langues, notamment dans les camps et les campements. Voilà. Donc pour nous, la langue est un lieu anthropologique, bien sûr, c'est un enjeu thérapeutique. Et donc nous essayons de travailler autour de cette notion d'hospitalité. Je vais vous lire quelques mots que je construis 32 vers qui représentent un ressenti, une sorte d'accueil de tout ce qu'on a entendu ce matin. Tu t'enracines dans le visage de l'autre au miroir de ton propre silence. Je suis un autre et ta langue m'échappe. Je suis un autre. Je te demande ta langue pour donner à mon âme un miroir, à mon passé une mémoire. Donne-moi ta langue pour faire une histoire. Je te demande ta langue pour m'approprier mon vécu. Si tu es neutre, mon histoire s'étouffe. Si tu t'éloignes, ma route s'arrête. Si tu ne ressens rien, mon vécu ne se raconte plus. Tu portes la langue d'un autre. Je suis le vide qui suit ton ombre. Le vent et le soleil parlent de toi comme un autre. Tu rends à l'autre ce que je suis. Entre l'être et ne pas naître, ta langue a choisi l'autre que je suis. Comme un funambule qui danse sur un fil, tu cherches l'équilibre entre ses cours et faire vivre. Dis-moi ce que je suis, dis-moi ce qui circule dans tes yeux, dis-moi si tu es le lien entre mon silence et le regard de l'autre. Dans ton regard coule la rivière qui porte mon poisson. Tes gestes sont le bateau qui me porte jusqu'à l'autre bout du monde. Tu es ce que j'entends être. Merci.